Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le samedi 17 septembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage, l'Utopie. Voilà, des textes choisis et présentés par Frédéric Rouvillois chez Flammarion. Et donc voilà, c'est en lien avec le site que je développe, mécaniqueuniverselle.net, et qui s'intéresse, entre autres, mais surtout, à l'évolution de l'humanité, à son sens, son but. Voilà. Donc je vous renvoie à la lecture de ce site pour avoir plus de précision. Donc je pratique comme ça, c'est-à-dire que je lis, je découvre en même temps le texte que je lis, et à partir de là, je digresse ou je délire selon votre interprétation finale ou de la façon dont vous avez ressenti les choses. Voilà. Bon, moi, ça me permet de préciser surtout certains points de ma théorie et puis d'avancer certains arguments à son sujet, donc à cette destinée qui, selon moi, vise intuitivement à atteindre son ultime perfection, comme n'importe quelle autre espèce d'ailleurs. Sauf que notre perfection n'est pas physique ou organisationnelle, comme on peut le trouver chez les autres espèces, bon, qui englobe tout un tas de choses, le camouflage, l'organisation sociale, etc. Pour l'humanité, cette perfection est en lien direct et surtout destinée à une, à une valeur spirituelle, en fait. C'est la réunion avec le principe euh, qui est à l'origine de la création de l'univers et de la terre, de la vie, voilà, de l'humanité, de l'homme. Voilà. Je vous renvoie donc à la lecture du site. Alors là, c'est la deuxième vidéo et je vais lire la partie qui est consacrée à Fourier. Voilà. Alors donc, Fourier, je commence à lire. Une action sans limite. Ça, c'est la première, c'est l'entrée en matière écrite sans doute par Frédéric Rouvillois. Alors, adepte de la pensée, une action sans limite. Fourier, théorie de l'unité universelle, œuvre complète, Société pour la propagation de la théorie de Fourier, 1841. Adepte de la pensée sauvage, révolutionnaire brute et totale, mettant en question jusqu'à la morale et les valeurs civilisées. Oleskiewicz, Debout, Encyclopédie Universalis, 1989. Charles Fourier est un utopiste qui prétend rompre avec l'utopie. Voilà, et c'est pourquoi le terme d'utopiste, à mon sens, ne s'adapte pas à tout le monde. Et pour la plupart des philosophes dont ce livre parle, ce sont des utopistes qu'on pourrait dire de combat, en somme, qui veulent faire évoluer la société. Leurs réflexions qui sont des prospectives ou qui essayent d'imaginer un monde meilleur,
un type de société parfaite, idéale, etc. C'est essentiellement pour essayer de guider l'humanité qu'il juge défaillante, qu'il juge euh, pas assez évoluée, tout simplement. Et donc, la plupart des philosophes, à mon sens, c'était le but qu'ils poursuivaient. Voilà. Alors, je continue. Celle-ci, estime-t-il, entendait brimer les passions et les désirs. Celle-ci, cette utopie, l'utopie, estimait-il, entendait brimer les passions et les désirs, les ramener sous le joug exclusif de la raison. Alors qu'il importe au contraire de les laisser s'épanouir afin de les utiliser pour le plus grand bien de la société. Et là, c'est très intéressant parce que c'est vrai que l'utopie, certaines utopies, par exemple les utopies religieuses, on va dire, cherchaient à brimer effectivement les pulsions, les désirs, les passions de l'homme, afin que la société devienne plus paisible, plus douce, plus respectueuse, que les êtres humains soient de moins en moins un loup pour l'homme, que l'homme ne soit de moins en moins un loup pour l'homme, que la société soit de plus en plus fraternelle, etc. Et donc, dans ce but, ils avaient raison. Ça a été un travail, et d'ailleurs toutes les grandes religions ont aidé l'humanité à apprendre à domestiquer ses passions, ses pulsions, ses désirs, à ne pas les laisser dériver vers la toute-puissance ou vers l'abus d'autrui, etc. Et donc ce travail, il a été considérable et on peut remercier les grandes religions, voilà, qu'elles soient du côté de l'Asie, l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, etc. Du côté, on va dire, occidental, ça serait le christianisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam. Et bien sûr que ça a amené des dérives. Et donc à son époque, c'est tout à fait normal et c'était bien, c'était juste. Charles Fourier, apparemment, c'était quelqu'un qui était extrêmement pertinent, qui était très pointu dans sa vision des choses. Il y a une intelligence derrière, là, qui est vraiment balèze, quoi. Et donc, il l'a bien vu. Effectivement, il y avait des excès de ce côté-là, des excès qui cherchaient à brimer un peu trop ses désirs et ses pulsions et ses passions, ses désirs. Bon, donc, d'un côté, il fallait le faire, et d'un autre, il fallait aussi critiquer ce corset que le religieux mettait sur l'être humain, donc pour le dépasser, pour l'amener vers la liberté. Mais les religions ont fait leur boulot pendant 3000 ans, voilà, 3-4 000 ans, 5000 ans, peut-être davantage, etc. Elles ont travaillé sur la psychologie de l'être humain, elles l'ont aidé à maîtriser de mieux en mieux ses tendances, etc. Sa primatitude, on pourrait dire, hein. Et donc, elles ont rempli leur rôle. Et à l'époque de Fourier, déjà, il était nécessaire de critiquer cela. Ça a commencé à peu près dans cette période-là, au XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, on a commencé... Bon, ça avait commencé à être critiqué avant, hein, avec la Révolution, etc. Bon, il y avait quelque chose qui était juste,
Et le laïc devait continuer le travail du religieux. C'est ce qu'il fait. C'est ce que fait le droit, c'est ce que fait le code pénal. Voilà, il resserre constamment, de plus en plus, comme un entonnoir, la capacité humaine d'abuser autrui. Voilà, on est de cette capacité-là, grâce au travail constant de ceux qui produisent les lois, l'homme est de moins en moins euh, euh, autorisé à abuser de ses congénères. Il n'y a pas que le droit, il y a aussi la technologie, voilà, la surveillance, etc. Il y a tout un tas de choses qui font que l'homme a de moins en moins la possibilité d'abuser autrui sans se faire voir, sans se faire prendre. Et ça sera comme ça de plus en plus jusqu'à ce qu'on, à mon sens, jusqu'à ce qu'on parvienne à éteindre totalement cette aptitude. Et là, on arrivera dans un état de respect absolu d'autrui, et donc on ne sera pas très loin de cette perfection, de cette ultime perfection dont je parle sur la mécanique universelle. Voilà. Mais Fourier avait tout à fait raison de s'opposer à ça à son époque. Dans ce but, Fourier va commencer par les inventorier. Selon lui, les passions constituent en effet des éléments stables en nombre limité, 12 en tout, 5 sensuelles, 4 affectives et 3 distributives, entre lesquelles existent des rapports certains. Alors, évidemment, voilà une autre chose qui est importante à préciser pour aller dans le sens de Fourier. C'est évident que les passions, les désirs sont un des moteurs les plus puissants de l'évolution humaine. C'est grâce à ça qu'on a construit ce qu'on a construit. C'est grâce à ça que l'humanité en est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est par les désirs, les passions sont un des grands moteurs, un des plus grands moteurs de notre évolution. Alors, en même temps, voilà, ça entraîne aussi les dérives. C'est-à-dire que on ne construit pas forcément que pour le bien de l'humanité. On ne construit pas que pour le bien des autres, que pour le bien d'autrui, même si tout est organisé pour qu'on soit presque obligé de travailler pour le mieux. Tout ce qu'on crée, c'est un peu voilà, c'est orienté pour le mieux de l'ensemble. Mais ça se fait pas de façon consciente. Donc, il y a voilà, ça pousse à des dérives en réalité. On va dans, voilà, l'esprit de compétition peut fabriquer des voitures en pagaille dont on sait qu'elles vont être qu'elles polluent trop. La société le savait il y a peut-être 40 ans déjà, et ils ont quand même insisté. Ou on peut le voir avec tout un tas de créativités qui sont préjudiciables et qui mettent du temps à être réformées. Parce que justement, l'esprit de compétition, le désir est plus fort que la vision globale. Mais ça, c'est juste parce qu'on n'a pas encore atteint une vision globale de notre sens. Le jour où l'humanité dira, bon ben, ok, on a un sens, on a compris maintenant, notre sens, il est commun, il est universel, il est destiné à tous les hommes qui arrivent sur cette terre. Donc, à partir de maintenant, on sait que, puisqu'on sait qu'on n'est plus qu'une seule entité, on va créer, on va construire avec la conscience que le plus important, c'est que ça soit favorable à l'ensemble des êtres humains. Voilà, donc le progrès
à ce moment-là, deviendrait absolument bon, quoi. Il aurait plus la dimension négative qu'on peut lui faire. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'orienter le progrès vers le militaire, vers le guerrier, etc. Donc, par exemple, les milliards qui sont destinés aux militaires, donc à tuer d'autres êtres humains, hein, parce que c'est le principe, s'ils étaient orientés vers le bien de l'ensemble, pour faire évoluer les conditions des plus souffrants de l'humanité, par exemple, déjà, ce qui serait obligatoirement la logique, hein, dès qu'on est un peu conscient et dès qu'on est qu'on s'immerge dans l'éthique humaine, immédiatement, ce type de proposition nous vient à l'esprit. Il viendrait à l'esprit des dominants, des dominants qui seraient aptes à agir pour le plus grand nombre. Et donc on commencerait évidemment par les plus mal lotis de nos frères humains. Voilà. Et ainsi de suite. Et puis on fabriquerait pas pour fabriquer, pour grossir, pour engranger de l'argent. On fabriquerait pour le bien de l'humanité. Donc le plus écologiquement possible, etc., etc. Ces valeurs-là, on y va, hein, tout doucement. Mais on voit que l'évolution inconsciente n'a rien à voir avec l'évolution possiblement consciente. Voilà, une évolution consciente qui sera le futur de l'humanité, selon moi, amènera à une autre façon d'agir. Bon, je continue. D'où la possibilité de regrouper les individus selon leur affinité, par séries passionnées, et de parvenir ainsi à l'harmonie en les associant les uns avec les autres. Voilà, il parle d'harmonie, Fourier. Et c'est clair que c'est ça. On doit pouvoir arriver à donner le meilleur de l'éducation à chaque être humain, permettre à chacun de s'épanouir à travers son travail, donc de trouver exactement pourquoi il est fait. Et il n'y aurait aucun problème si on valorisait toutes les branches d'activité. Voilà, là actuellement, à chaque fois, il y a des branches qui sont méprisées, d'autres qui sont survalorisées. Aujourd'hui, les branches survalorisées, c'est euh, d'être d'être une star ou d'être, je sais pas, voilà. Et les branches qui sont méprisées, c'est les branches où les gens travaillent pour le bien de la collectivité, mais de façon complètement silencieuse, sans qu'on les remercie réellement, quoi, sans qu'ils soient remerciés au moins à travers les médias ou quoi que ce soit. On ne voit pas ces remerciements. La lumière n'est portée que sur certaines corporations. Et ça a toujours été le cas. Mais bon, là, actuellement, c'est les corporations des célébrités, du système célébrité qui réclament ça. Donc, si on arrive à montrer, ça serait très bien, ça serait juste, tout simplement, parce qu'il y a autant de... Et c'est là où ça fait perdre même la tête à ceux qui en sont victimes. Parce que un être humain qui s'occupe de balayer nos rues, par exemple, de vider nos poubelles, de faire, voilà, de repeindre d'entretenir le système électrique, l'eau, enfin, voilà, n'importe quel métier qui est pratiqué sur cette planète. Son rôle, il est aussi important que le rôle d'un animateur de télévision, mais aussi. Et pourtant, il y en a un qui va toucher 300 000 euros par an, et l'autre, il va toucher
20 000 euros, voilà. De quoi survivre. Là, c'est d'abord, rien que sur ça, c'est injuste. Même si ça participe du business, c'est comme ça que le système tourne. Et c'est comme ça que, voilà, et il tourne avec des périodes d'abus, parce qu'on est dans une période d'abus à ce niveau-là. Mais si on arrivait à donner la même valorisation, si on valorisait autant ses travaux que les autres, un enfant qui, s'il se sent, il pourrait choisir par choix de travailler à la propreté de la planète. Mais pour ça, il faut arriver à valoriser les choses correctement. Voilà. Et ceux qui touchent 300 000 euros par an pour présenter des émissions, ils ont le sentiment qu'ils valent cet argent, en fait. Qu'ils valent 300 fois ce que vaut un autre être humain. Parce qu'on leur laisse croire ce genre de choses. Et c'est pénalisant pour eux aussi, en définitive. Parce qu'ils ont une vision grandiose d'eux-mêmes, alors qu'ils sont pas plus, ils ont rien de plus que les autres. Donc, c'est basé sur un grossissement artificiel et qui n'a aucun sens. Et à la fin de leur existence, des deux, celui qui ne verra pas de sens, c'est probablement celui qui aura été grossi, ultra grossi, alors qu'il ne l'était pas, parce qu'il ne se retrouve pas là-dedans. Il ne peut pas se retrouver, puisqu'il n'est pas cela. Il n'est pas 300 fois meilleur que quelqu'un d'autre. Voilà. Je continue ma lecture. Un monde sociétaire bien conçu, et donc heureux, serait celui où les passions de tous, organisées et combinées, pourraient s'épanouir pleinement au lieu de se gêner et de se combattre, un peu comme le concours réglé d'instruments différents réalisera la symphonie. R. Trousson. Et je pense qu'il avait raison. Fourier. Bien sûr que c'est utopique, bien sûr que c'est un projet, c'est une possibilité, comme on dirait, on peut arriver à creuser un tunnel sous la Manche. Il y a 100 ans, il devait penser que c'était possible de faire quelque chose comme ça. Et un jour, ça se réalise. Bon, pour l'instant, à son époque, je pense qu'il était d'avant-garde, mais d'avant-garde, Fourier. Parce que ça se retrouvera, ça. L'humanité croisera les propositions qui ont été faites par Fourier et par les autres, à un certain moment dans le futur. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans, peu importe, l'humanité, elle a le temps. Voilà, bien sûr, on aimerait bien voir la finalité, une perfection s'établir de notre vivant. Mais non, il faut attendre, il faut comprendre que l'humanité a son propre rythme d'évolution. Donc je continue. Pourtant, à tous égards, Charles Fourier se situe clairement dans la filiation de l'utopisme classique. L'idée d'un travail rendu attrayant. Alors pourquoi ça serait utopique, ça ? Pratiqué par plaisir, pourquoi ça serait utopique ? Ou Engels verra un grand axiome de philosophie sociale. Pourquoi ça serait utopique ? Maintenant, on sait. La seule chose, c'est que le système freine de ces quatre fers. Parce qu'en fait, on le sait que c'est ce qui est le plus favorable au patronat, que ça serait le mieux. Si le patronat parvenait à faire pratiquer, à rendre le travail attrayant, pratiquer avec plaisir, mais il gagnerait 10 fois ce qu'il gagne.
Tout le monde le sait. On commence à voir dans certaines industries que ça se passe comme ça. Mais c'est évident, c'est tout simplement évident. Donc ce n'est pas une utopie en réalité. C'est une utopie réalisable, on pourrait dire. Cette idée fouriériste se trouve déjà chez Thomas More, donc il y a des siècles avant lui. De même, la conviction de pouvoir remodeler la nature en associant les forces de tous et en les disciplinant, c'était déjà là. Donc, évidemment, les disciplinant, les organisant, on va dire, plutôt que les disciplinant, si le terme n'est pas il est peut-être... Voilà, si on part avec plaisir, on ne discipline pas, on propose, on apprend. Voilà, je continue. C'est ainsi déjà que l'Utopus de Moore parvenait à transformer en île le territoire de la cité idéale, ou que les hermaphrodites de Defoigny, la terre australe connue, c'est un livre qu'il a écrit en 1676, détruisaient en quelques mois l'île immense qui abritait leurs ennemis. C'est ainsi enfin que procèdent les citoyens de la Basiliade de Morélie, 1753, que Fourier a probablement pu lire. Ouvrez les guillemets, la campagne est couverte de longues chaînes d'habitants qui s'encouragent et qui s'entraident. Il règne dans cette multitude tant d'ordre, tant d'intelligence. Les occupations y sont si bien distribuées que des travaux immenses s'exécutent avec une promptitude merveilleuse. Ils paraissent des jeux et suffisent à peine pour occuper quelques jours cette nation laborieuse. Chacun, avec une joie égale à son admiration, voit ses ouvrages avancer avec un progrès rapide. Eh bien, c'est peut-être ce qui était vécu dans les années 50. Voilà, 46, 47, 48, 49, 50, 55, etc. Quand il s'agit de reconstruire cette France, en sachant que la paix était arrivée, que c'était fini la guerre, que c'était fini cette tragédie hallucinante. Peut-être qu'il y avait la joie de travailler à ce moment-là. D'autant qu'on n'était pas dans le taylorisme, on n'était pas dans le... Voilà, il y avait encore un rythme de vie qui était bon pour l'être humain. Je continue. Entre Morelli et Fourier, la principale différence tient en définitive au demi-siècle qui sépare leurs deux œuvres et à la minutie, peut-être poétique mais nullement romanesque, avec laquelle Fourier prétend organiser les éléments de son système. Alors Morelli, c'est M-O-R-E-2-L-Y. On voit aussi Defoigny, 2-D-E, plus loin Foigny, F-O-I-G-N-Y. Voilà, pour ceux qui veulent lire ces utopistes, ces autres utopistes. Donc, cependant, l'essentiel demeure, la conviction que, par son propre effort, l'homme peut parvenir à la toute-puissance et dominer l'univers. Alors, je ne sais pas si Fourier parle de toute-puissance. Espérons qu'il s'agit d'une toute-puissance dont j'ai entendu parler dans un cours de méditation il y a quelques jours. La toute-puissance, disait l'enseignante, de la toute-puissance selon je vais essayer de retrouver.
suis désolé. Selon Nelson Mandela, Nelson Mandela a dit, je pense à la fin donc de sa vie, l'homme, ce qui fait le plus peur à l'homme, c'est sa toute-puissance. Et on ne parle pas de la toute-puissance technique ou la toute-puissance de la domination de l'homme sur l'homme, de l'homme sur plusieurs hommes, du chef sur les spires, etc. Mais la toute-puissance qui est en soi, et qui est la toute-puissance qu'on touche quand on est dans la joie. Alors effectivement, si on parvient à organiser une société de joie, Spinoza parle de ça, tous les Grecs parlent de ça. Si on parvient à organiser une société de joie, on touche à la possibilité, à la possible toute-puissance intérieure. La toute-puissance intérieure, la toute-puissance de soi sur soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas acculé à la vie, au monde. On n'est pas stressé par le monde, par la vie. On n'est pas maltraité et donc dans la souffrance. On est dans un état de joie. Et cette joie, naturellement, c'est tout à fait normal de penser que chaque être humain qui apparaît sur cette terre y a droit. Il n'y a aucune raison que aujourd'hui des esclaves existent en Inde, au Pakistan, en Turquie pour fabriquer des objets pour nous. Voilà, qui travaillent 10 heures et des enfants, etc. C'est complètement aberrant de penser que on peut accepter ça, qu'on peut laisser faire ces aberrations. C'est dingue. Et ils le savent très bien, ceux qui organisent ce genre de choses. L'Occident qui organise ça, par exemple, en s'appuyant sur les cerbères de ces pays-là, sur les esclavagistes de ces pays. Ils en acceptent tout à fait, ils sont contents de cette chose-là. Ils n'y pensent pas, ils mettent la tête dans la terre pour pas voir ça, mais ils le savent que c'est comme ça. Et ça, c'est tout à fait anormal. On le sait aujourd'hui qu'on a les moyens de rendre heureux chaque être humain sur cette planète. On a fondamentalement les moyens de ça. Voilà, si on passe déjà 200 ou 300 milliards, peut-être 600 milliards ou 500 milliards dans cette guerre absurde qui est aux portes de l'Europe. Et 600 milliards, ça serait... il y a de quoi construire une école et un dispensaire et payer un instit et un soignant partout sur la planète, dans chaque village où il en manque. D'amener à l'école chaque être humain de cette planète, ça serait vraiment faisable. La France, quand il s'est agi de mettre l'école pour tous avec Jules Ferry, elle l'a fait en quelques années. Elle a mis tout le monde à l'école. En l'espace de peu de temps, on a mis tout le monde sous masque et enfermé chez soi. Donc, on est apte à faire le bien. On est apte à amener le bonheur minimum sur cette planète pour libérer nos esprits. Parce que pour 90% de la population mondiale, on souffre de savoir que d'autres êtres humains souffrent. On souffre de savoir que d'autres frères humains souffrent. C'est naturel chez la plupart des gens qui ont l'empathie développée. Voilà, il reste peut-être 10% de gens qui, malheureusement, c'est pas leur faute, c'est une pathologie. Le narcissisme, qui empêche réellement d'avoir de la peine
pour cela. Donc, on mettrait, en s'occupant correctement de ceux qui souffrent, ça serait très très vite fait par l'humanité, eh bien on rendrait du bonheur, on amènerait une somme de bonheur intense à l'ensemble de l'humanité. Parce que on verrait, on dirait, mais finalement on n'est pas si mauvais que ça. L'humanité n'est pas si mauvaise que ça, elle ressemble à mon état d'esprit. 90% des gens empathiques diraient ben, c'est bien, c'est super. Alors les dominants, ceux qui dirigent, ils ont le même état d'esprit que moi. Donc c'est bien notre humanité. Je me retrouve dans cette humanité-là. Voilà. Bon, là j'ai lu l'introduction à Fourier. Ensuite, il viendra la lecture de Fourier d'un petit passage sur l'harmonie. Ça sera la prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.